Franchement les tourneaux avec Jacques Letourneau. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les tourneaux. Alors, cette semaine, on va recevoir Jean-François Guilbeault, qui est le président du syndicat de Champlain, affilié à la Centrale des syndicats du Québec. On va revenir sur la manifestation qui a eu lieu dans les rues de Montréal en fin de semaine. 50 000 personnes, c'était quand même spectaculaire. Même si Éric Duhaime a dit ce matin que c'était des comédiens puis que c'était des gens de spectacle, on va poser la question au président de Champlain s'il y avait bel et bien des gens de son syndicat de présent. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'y étais. Il y avait beaucoup de monde, des travailleuses, des travailleurs, les médecins, c'est quand même spectaculaire. Les docteurs n'ont pas souvent marché avec les syndicats au Québec. Il y a l'Union des producteurs agricoles aussi qui était présente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'UPA dans une manif en alliance avec le mouvement syndical. Et il y avait aussi les groupes sociaux, les groupes populaires. Il y a beaucoup d'insatisfaction. On m'a demandé ça, moi, dans une entrevue. Étiez-vous étonné du nombre de participants? Ben, je dis, quand tu vois les sondages qu'on voit encore à ce matin, là, avec la CAQ, puis qui font à peu près élire entre 0 et 2 députés, pas très étonnant que les gens soient dans la rue. Donc, on va revenir avec Jean-François là, dans la deuxième partie de l'émission pour jaser aussi d'enjeux en éducation. Et je reçois aujourd'hui Marie-Ève Martel, bonjour. Hello. Journaliste indépendante, chroniqueuse, entre autres conférencière. Non, mais il faut quand même le donner à la CAQ. Là. Ils ont réussi à unir des gens qui ne se parlaient pas avant. Positif, ça. Absolument. Voyons le verre à moitié plein. Fait qu'on va jaser avec toi du Parti libéral du Québec, oui, qui veut poursuivre le Journal de Montréal. Qui ne l'a pas encore fait, mais qui a menacé de poursuivre et on a une députée ce matin qui blâme les médias pour les faibles résultats du PLQ dans les sondages. Donc, on va parler de ça ce matin. Excellent. Et on va finir avec notre ami Éric Bouchard, qui est avec nos studios. Bonjour. Comment va-t-il? Je vais très bien. Bon. Alors, il y a de la belle actualité linguistique de ce temps-ci. C'est ça. C'est pour ça qu'on t'a invité, parce que tu étais quand même de passage la semaine dernière pour jaser un peu immigration avec Anne-Michel Meg. Mais là, on va parler effectivement de Marc Miller, sa nomination. Ça brasse beaucoup, là. Puis, tu sais, on a entendu le chef du PQ qui n'est pas content que des groupes de la culture le saluent. Puis, on va revenir là-dessus, voir si c'est une bonne nouvelle ou pas, la nomination de Marc Miller. Mais puisque tu es là, je me suis dit, tiens, je vais faire un éditorial un peu panneau publicitaire. J'ai participé ce lundi soir. Je me suis tiré quasiment de mon lit avec une grippe d'homme pour aller à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il y avait une activité qui soulignait les 50 ans du mouvement Québec français avec, je pense, Éric, tu me corrigeras, là, mais son président fondateur, Guy Bouthier, qui était Il a été un des fondateurs du mouvement Québec français, qui est venu nous faire une présentation vraiment digne de ce nom. On avait Mario Beaulieu, qui est député du Bloc québécois. On a eu Sophie Stanquet, qu'on connaît bien dans les médias, qui est venue parler de l'importance de la lutte pour la langue. Denis Trudel, que vous connaissez bien, notre ancien député du Bloc québécois et qui anime aussi Dimanche on lit. Et notre ami Éric Bouchard. Exactement. Qui est venu nous jaser, finalement, de l'importance de la question linguistique. J'aime ma langue dans ta bouche. C'était ça le thème, hein? Exactement. C'est comme le 3e, 4e spectacle du genre. Denis Trudel avait été un des instigateurs en 2000, autour de 2009, parce que, dans le fond, il y avait des écoles passerelles. Je ne sais pas si tu te souviens du dossier des écoles passerelles. Oui. Et donc, on avait organisé un spectacle avec les mouvements syndicaux. Et un de ces spectacles-là, dans la suite des spectacles, c'était « J'aime ma langue dans ta bouche ». J'y étais, je pense, à l'époque. Tu y étais. Puis, dans le fond, ça voulait quoi? C'était quoi ces spectacles-là? C'était de dire comment on fait pour inclure les gens de l'immigration à la langue française. Donc, comment partager un partage réel interculturel. Donc, tous ceux qui pensent que Société Saint-Jean-Baptiste, Mouvement Québec français, ou ceux qui sont nationalistes veulent nécessairement exclure les immigrants, ça, c'est un discours dans le fond, pour cliver. C'est un discours pour dénigrer, parce que moi, depuis toutes les années que j'étais là, puis tu m'entends souvent à la radio dénoncer le fait que, dans le fond, le problème, c'est pas l'immigration. Dans cette soirée-là, encore cette semaine, on a tous dit ça. Ah, tout à fait. Puis je peux en témoigner. Là. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, le mouvement nationaliste, pas ouvert sur les immigrants, c'est raciste. » Non, pas du tout. Moi, j'ai pas entendu de propos-là qui étaient pas acceptables. Au contraire, même, c'est extrêmement inclusif. Peut-être mentionner pour le grand public le rôle que le mouvement Québec français a joué depuis 50 ans. La présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste disait « La langue, c'est pas une cause,
c'est notre avenir. Donc, le mouvement Québec français va pas bien financièrement, donc c'était une soirée de financement. Donc, il y a moyen, je pense, de devenir membre puis d'y adhérer pour soutenir le MQF. Donc, bravo, Éric Bouchard, tu as été excellent. Bon, je t'avais déjà entendu 2-3 fois, là, fait que tu avais utilisé pas mal tes chroniques pour... Tu vas me réentendre aujourd'hui. Bon, à un moment donné, il faut répéter, il faut taper sur le même clou pour que ça rentre. Parfait. Peut-être prendre 2 minutes pour revenir aujourd'hui. Comment il l'a appelé, M. Legault? Cruella. En tout cas, moi, je suis Mme Duranceau, qui est rendue au Conseil du Trésor, qui a été nommée. Je me rappelle, M. Legault l'avait présenté comme celle, un peu comme Elon Musk, là, qui va faire le ménage dans la fonction publique. Alors là, ce matin, elle a annoncé qu'il y aurait 5000 coupures dans la fonction publique québécoise. Et là, je me suis dit... Il me semble que la CAQ avait annoncé dans son premier mandat qu'il y aurait des coupures, puis fait que j'ai refouillé ça. Imaginez-vous que quand la CAQ a été élue, M. Legault avait dit on va par attrition éliminer 5000 postes. Mais malheur de malheur pour la CAQ, c'est que ça a l'air que les fonctionnaires, ils passent pas leur journée à rien faire, donc ils ont été obligés d'en réembaucher le double. Pas être capable de donner des services à la population. Alors là, on sort d'un mandat qui est à toute fin pratique perdant. Puis, on nous annonce qu'on va couper 5000 postes dans la fonction publique. J'ai bien hâte de voir comment ils vont faire ça. Moi, ce que je trouve fascinant quand on parle de l'appareil d'État, puis c'est la même Moses d'affaires à Ottawa, c'est que quand on parle de réorganiser, c'est pas compliqué, c'est qu'ils font des coupes paramétriques. Ils coupent de façon égale partout, puis après ça, arrangez-vous, puis là, après ça, ils constatent qu'effectivement, les services sont pas au rendez-vous, que ce soit au transport, que ce soit la faillite de sa clique. Puis là, on fête le 1 an de l'Agence en santé, là. Puis disons que le bilan est pas rose-rose. L'informatisation des dossiers de la santé, on l'abordera ici à un moment donné, là, mais c'est assez inquiétant de la manière dont ça se passe. Alors, moi, je veux bien qu'on réorganise les services publics au Québec puis au Canada pour qu'ils soient plus efficaces, plus efficients, c'est moi qui le dis, là, plus efficients qu'on en est pour notre argent. Mais de grâce, arrêtons de nous comporter comme des comptables en mesurant pas les conséquences des compressions budgétaires, des réorganisations, avec après ça une insatisfaction au sein de la population. Donc, je tenais à le mentionner parce que Mme Duranceau, Cruella, nous a dit qu'elle va revenir très bientôt pour nous expliquer comment tout ça va se déplier. Mais c'est clair que on va entendre certainement le syndicat des fonctionnaires et des professionnels du gouvernement du Québec en réaction à cette question-là. On s'en va à la pause et au retour, on parle à Jean-François Guilbeault, président du syndicat des enseignants-enseignantes de Champlain. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Alors, Marie-Ève Martel et Éric Bouchard sont avec nous en studio, vont intervenir dans la deuxième partie de l'émission. Mais comme je l'ai mentionné en introduction, je reçois Jean-François Guilbeault, qui est le président du syndicat des enseignantes et des enseignants de Champlain. Jean-François, bonjour. Bonjour, M. Les Tourneaux, et du personnel de soutien scolaire aussi. Ah, merci de me corriger. Merci de me corriger. Mais Jean-François, tu sais, vite, d'abord, vous représentez combien de gens sur le territoire de Longueuil ou de l'agglomération pour les auditeurs, les auditrices? Ben, plus largement, là, je représente les enseignantes et enseignants du Centre de service scolaire Marie-Victorin, personnel de soutien des Patriotes. Donc, c'est ce qui concerne l'agglomération de Longueuil en général. Là. OK. Donc, c'est quoi? Ça se compte par milliers, ça? Oh, ça se compte par milliers. Là. On est environ, si je calcule juste l'agglomération de Longueuil, on est environ, je vous dirais, à peu près 12 000 membres. Là. Jean-François, j'imagine que tu étais dans les rues, oui, c'est ça, dans les rues de Montréal samedi. Clairement, j'étais là. Et je t'ai vu au loin, d'ailleurs. Ah bon? OK. Ben moi, j'ai croisé bien du monde, là, mais il y avait tellement de monde. Je sais pas si t'as entendu Éric Duhem ce matin qui nous a dit que c'était une fausse manif, puis que c'était des comédiens, puis que les syndicats avaient payé des hôtels, puis des hamburgers, puis des sandwichs au monde pour aller manifester. C'est assez ordinaire, hein? Ordinaire, le mot est faible. En fait, quand on parle de désinformation ici, là, faut vraiment pas connaître le milieu syndical pour savoir qu'effectivement, ce sont les membres. Hein, ce sont l'ensemble des travailleuses, des travailleurs qui se sont déplacés des 4 coins de la province pour venir lancer un message clair au gouvernement sur sa dérive autoritaire, sa dérive vers la droite, qui ne peut pas être acceptée. Là. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se vit au Québec, pour prendre les termes du gouvernement de la CAQ. Oui, tout à fait. Vous étiez nombreux du syndicat de Champlain?
On avait à peu près 4 autobus là, de gens qui étaient mobilisés, sans compter celles et ceux qui sont déplacés par leurs propres moyens, puisqu'on était évidemment à côté de Montréal. Oui, quand même. Toi, t'es plus jeune que moi, mais on a certainement déjà manifesté ensemble dans les rues quand j'étais à la CSN. Disons que pour une manif qui n'était pas une manifestation du secteur public de négociation, c'était quand même impressionnant. Là. C'était une manifestation de contestation politique contre le gouvernement de la CAQ. Ah, tout à fait. C'était une magnifique démonstration de solidarité au contre-pouvoir. Je vais dire comme ça parce que c'est une attaque à l'état de droit là, qu'actuellement la CAQ est en train de dessiner et de mettre en œuvre. Et clairement, le signal qui a été envoyé par les travailleuses et les travailleurs et le mouvement communautaire, bref, par une bonne frange de la société civile, c'est de dire c'est pas là où on veut aller au gouvernement. Puis on va se le dire, là, actuellement, il utilise des stratagèmes électoralistes, là, en faisant croire effectivement à des économies, notamment sur les cotisations syndicales, en voulant faire taire les contre-pouvoirs, tout ça pour aller chercher une frange de son électorat un peu plus à droite et essayer d'aller chercher des appuis pour la prochaine élection. On le voit, là, il est en dérive là, avec 18% des intentions de vote, et ce même malgré la débâcle du Parti libéral actuel. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, surtout des médias sociaux, là, il faut que le ministre Boulet aille de l'avant, la transparence financière, c'est important, comme si les syndicats avaient des trucs à cacher ou encore les syndicats mettaient beaucoup d'argent dans des campagnes sociopolitiques. Qu'est-ce que tu réponds, toi, comme président de syndicat? Parce que j'imagine que tu as des membres, on sait comment ça marche, la Formule RAN, tout le monde est syndiqué, fait qu'ils sont pas toujours tous convaincus de façon égale. C'est quoi ta réponse à ça? Ben, ma réponse, moi, c'est que la transparence, j'ai aucun enjeu avec ça. Si vous voulez savoir comment on gère nos finances, il n'y a pas de souci. On est transparent, on va vous le montrer, il n'y a pas d'enjeu. Par contre, là où j'ai un problème, c'est dans le discours qui sous-tend que les syndicats n'ont pas à s'occuper des causes sociales. Mm-hmm. Ben, là, j'ai un gros problème parce que si on regarde historiquement, là, puis moi, à la base, là, je suis un enseignant d'univers social. J'ai enseigné l'histoire, la géographie au secondaire pendant des années et je me vertuais à dire à mes élèves, le passé n'est pas garant de l'avenir, mais on peut toujours bien regarder en arrière puis regarder qu'est-ce qui s'est fait pour comprendre où on est devenu. Et le mouvement syndical, c'est le socle, c'est un des socles de la démocratie québécoise qui a amené des grands bouleversements de société, des grands changements de paradigme. On parle au salaire minimum, on parle de l'encadrement de la semaine de travail, on parle d'équité salariale, on parle de l'avancée du droit des femmes. Les mouvements syndicaux ont toujours été derrière et ont catapulté ces avancées-là. Donc, de vouloir les museler aujourd'hui puis donner une place importante à la droite économique, encore une fois, c'est une atteinte à la démocratie. Pour moi, c'est clair et limpide. C'est une stratégie de garder un contrôle sur les décisions et le pouvoir, surtout en présence d'un gouvernement majoritaire dans les circonstances. Ouais, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que je t'écoutais, puis là, je me disais, il va peut-être me parler de Laure Gaudreault, qui a lutté, qui s'est battu dans les années 40, 50 pour la condition des enseignantes, qui a mené évidemment à la création de votre organisation, puis qui a provoqué la création du ministère de l'Éducation du Québec au début des années 60. Là. C'est pas rien, là. C'est pas rien, effectivement. Et au sortir de la Révolution tranquille, on est arrivé à se donner un réseau scolaire, un réseau qui nous permet d'assumer, qui nous permettait à tout le moins d'assumer l'équité des chances, l'ascenseur social qu'on a toujours voulu se donner, un filet social aussi pour la société québécoise. Et tout ça est remis en question actuellement là, dans les courants idéologiques qui circulent. Oui. T'as-tu l'impression que le Québec, avec M. Legault, fait un banc à part ou donc c'est comme dans l'air du temps? C'est sûr qu'on est collé ces États-Unis là, avec Trump puis toutes les folies qui se déroulent aux États-Unis, puis je veux pas faire quand même de fausses comparaisons en disant que Legault, c'est Trump, mais t'as-tu quand même l'impression qu'il y a une ambiance politique très conservatrice? T'sais, on l'a vu aux dernières élections, le reste du Canada votait conservateur partout. Si le Québec n'avait pas été là, que les conservateurs auraient été élus, tu trouves-tu que ça s'inscrit un peu dans un contexte où on va de plus en plus vers le conservatisme et la droite? C'est inquiétant. Je vais le nommer comme ça. C'est inquiétant. J'ai toujours cru que le Québec était comme l'espèce de village gaulois en Amérique du Nord qui allait un peu exercer une certaine... une résistance, je vais dire comme ça, mais on est obligé de constater qu'il y a des fissures dans cette résistance-là. Il y a un discours à droite qui tend à avoir un écho dans une certaine frange de la société québécoise. Alors, ça devient d'autant plus important que le mouvement syndical, à tout le moins, on est un des acteurs qui peut influencer puis amener
une pédagogie derrière tout ça, puis derrière les risques vers lesquels on s'en va si on adopte ce genre de politique ou de règlement ou de philosophie au niveau de la société québécoise. On s'est donné à travers le temps, là, comme je l'ai dit, puis c'est important de le dire, le filet social qu'on connaît. Et pour moi, c'est garant de ce qu'on veut se donner comme société à l'avenir. Je regardais sur la page web de votre syndicat. Vous faites une campagne, même monde, même lutte, même espoir, entre le 25 novembre et le 6 décembre. J'aimerais ça que tu m'en jases un peu. Ben, la campagne, évidemment, du ruban blanc, là, associée évidemment à tout ce qui est de la violence exercée contre les femmes, qui va culminer avec la commémoration des événements de Polytechnique. Alors oui, effectivement, on demande à nos membres de porter le ruban blanc dans les milieux pour effectivement amener le message social de l'importance, évidemment, de dénoncer les actes de violence qui sont causés à l'endroit des femmes. Et pour moi, évidemment, qui représente une majorité de femmes, 80% de nos memberships sont des femmes, ben c'est important qu'une organisation syndicale porte ce message-là pour envoyer un message à ses propres membres et à la société en général, qu'on se doit de rester vigilant, qu'il n'y a rien de gagné à cet égard-là et qu'on doit d'assurer une vigie dans les politiques gouvernementales pour qu'on puisse agir concrètement pour réduire cette situation-là. Oui, il nous reste peut-être 2 minutes. J'aimerais ça que tu rapidement me dises, c'est quoi la suite de la manif du 29? Qu'est-ce que vous envisagez du côté de la CSQ? Y a-tu des trucs de planifier ou on prend les vacances de Noël puis on prend ça après fête? Non, effectivement. Là, évidemment, dans la foulée de tous les projets de loi antisyndicaux qui sont déposés, il y aura évidemment des contestations juridiques qui vont être faites. Parce qu'il y a clairement des atteintes, notamment là, au droit d'association, au droit de grève qui a été, selon les dernières décisions de la Cour suprême, là, je vous dirais, consacré et convenu que ça faisait partie du droit d'association. Donc, il va y avoir des contestations juridiques pour venir invalider certaines dispositions des différents projets de loi. Donc, on va mettre énormément d'énergie là-dessus, bien entendu. Puis, évidemment, on va regarder venir la prochaine ronde de négociations. On va s'y préparer aussi et on aura évidemment à réfléchir dans le contexte de ces projets de loi-là, de quelle manière on va articuler la prochaine ronde de négociations. Jean-François Guilbeault, président du syndicat des enseignants-enseignantes, personnel de soutien de Champlain. Je te remercie infiniment, Jean-François, puis je vais te réinviter. C'était ça la première fois? Non, c'est la deuxième fois qu'on a l'occasion, puis tu te gênes pas, soit parce qu'on s'est déjà rencontrés dans d'autres occasions, mais ça me ferait plaisir, Jacques, de revenir à ton émission. Au plaisir. Alors, après la pause, Marie-Ève Martel, et on parle du Parti libéral, puis du Journal de Montréal, puis de bien d'autres affaires. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Alors, Éric Bouchard est toujours avec nous, puis il va nous parler de Mark Miller dans la dernière partie de l'émission. Mais là, Marie-Ève Martel, comme je l'ai présenté en introduction, Marie-Ève, tu nous parles de quoi cette semaine? J'ai le goût de parler un peu. On entend beaucoup parler depuis 2 semaines. Là. Marois Risky, Pablo Rodriguez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le fameux fling-flang au Parti libéral? Mais on a entendu parler un petit peu à travers... le Journal de Montréal a été mis en demeure par le Parti libéral du Québec qui menace de poursuivre. Donc, il n'a pas mis sa menace à exécution, mais quand même. Puis là, ce matin, les sondages qui sont sortis, moi, c'est le fun. J'ai appris le nom d'une députée que je connaissais pas. Ah oui? Laquelle? Ah oui. Sonia Lakoyan. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je sais pas c'est députée de Chamédé. Donc, merci d'être sortie dans les médias ce matin parce que je la connaissais pas. Donc, je viens d'ajouter un bonhomme de plus dans ma connaissance des 125 députés. Donc, elle, ce matin, est allée dire que c'était la faute des médias, la crise au Parti libéral et que les résultats des sondages, en fait, là, c'est ça qu'elle est venue dire. Donc, c'est les médias qui ont créé la crise de toutes pièces. Fait que c'est un bel exemple de tirer sur le messager, ça. Puis ça arrive tellement souvent, parce que dans le fond, quand on le sait pas, ça existe pas. Puis ça, c'est de même souvent. Puis malheureusement, notre job, nous autres, les journalistes, c'est de sortir ces histoires-là, pas parce que ça nous fait plaisir quand ça va mal, mais parce qu'il faut qu'on en parle. S'il y a vraiment eu du fling-flang, puis encore là, on ne sait pas c'est quoi le fling-flang, faut le savoir. Les électeurs sont en droit de savoir comment les partis gèrent leurs finances, leurs activités, s'ils le font dans les règles de l'art, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas supposer de rien. Puis moi, ça m'a fait sourire la semaine dernière parce qu'effectivement, là, le Journal de Montréal avait sorti là, des échanges par texto, puis c'est de là qu'on a eu la nouvelle expression à la mode, le brownie. Donc, il y aurait eu une députée de la CAQ et une députée libérale ou des organisateurs qui parlaient là, qu'ils pouvaient obtenir des appuis en échange d'un billet de $100. Et là, spéculation sur c'est qui,
tout ça. Et là, bon, les partis libéraux sont sortis. On ne sait pas, c'est des textos qui sont faux. Ah, finalement, on les a pas authentifiés, finalement. Et là, donc, mise en demeure au Journal de Montréal pour tenter de savoir qui est derrière ça. Hein, et protéger les sources, ben c'est un enjeu super important en journalisme. Donc là, c'est drôle parce que j'ai lu dans les médias que Pablo Rodriguez avait dit on veut pas savoir c'est qui leur source, on veut juste savoir comment ils ont réussi à les identifier. Ah. C'est comme, OK, tu sais, je veux pas que tu me donnes une tarte, mais je veux que tu me donnes la recette pour la tarte. Oui, t'sais. oui. Fait que ça m'a fait sourire. Puis c'est ça, c'est que c'est très périlleux de vouloir obtenir les sources puis le matériel journalistique, surtout parce que depuis 2018, c'est protégé par une loi. Puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça fait pas aussi longtemps que ça existe. Mais il y a la loi protégeant là, les sources journalistiques qui a été mise en place après le fameux scandale de l'écoute des journalistes là, qui a été mis au jour en 2016. Ça a amené à la commission Chamberlain et c'est là qu'on a appris qu'il y avait eu des policiers qui avaient donné des fausses raisons dans des mandats pour mettre des journalistes sous écoute parce qu'on voulait trouver qui étaient les fuites dans les services policiers auprès des médias. Puis Antoine Robitaille l'a sorti, mais on avait eu la même idée. C'est ironique de voir que c'est le Parti libéral du Québec qui veut peut-être retester cette loi-là devant les tribunaux, alors que c'était sous sa gouverne que ça avait été adopté. C'était sous Couillard, oui. Sous M. Couillard, effectivement. Il y a quand même eu des bonnes choses sous M. Couillard, là, dans cette loi-là. Et donc, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas demander à un journaliste ou à un média de révéler ses sources confidentielles comme ça. D'abord, pour attribuer l'anonymat, la confidentialité à une source, ça prend 3 conditions réunies. Donc, tu peux pas, c'est une des 3 conditions. Il faut que l'information soit d'intérêt public. Donc, évidemment, il faut que le bénéfice de révéler l'information soit plus grand que de ne pas le faire. OK, pas une histoire de le gars, il a couché avec une fille. Pas en tout. Okay. Donc, il faut que l'information soit d'intérêt public, que la personne qui la détient soit une des seules ou la seule à l'avoir, ou qu'on peut pas, comme journaliste, obtenir l'information autrement. Donc, comprendre, on peut pas trouver un document dans lequel c'est écrit la personne est vraiment la seule manière de mettre la main sur cette information-là d'intérêt public. Et il faut aussi que cette personne-là soit à risque de subir des représailles, qu'on parle de menaces, intimidation, perte d'emploi, rétrogradation, etc. Ce sont les 3 conditions qui doivent être réunies pour donner l'anonymat à une source. Autrement, on dit non, on dit soit tu y vas à visage découvert, soit on y va pas. OK. Donc, parce que, puis c'est ça, puis on peut essayer de trouver la même information autrement. Si on arrive, on n'a plus besoin de cette source-là, mais c'est pour ça qu'on garantit l'anonymat. Donc ça, normalement, c'est une règle de base en journaliste. Donc, si le Journal de Montréal a obtenu ces textos-là, garantit l'anonymat de sa source, bien, il y a aussi eu le travail de vérification. Tu me corrigeras, Marie-Ève, mais le Journal de Montréal a quand même bonne réputation sur le journaliste d'enquête. Tout à fait. C'est parmi les meilleurs journalistes d'enquête. Tu sais, je veux dire, on dira ce qu'on voudra sur certains reportages, certaines chroniques, mais ça reste que l'équipe du bureau d'enquête de Québécois, elle est archi solide. C'est des journalistes chevronnés, des gens qui connaissent le métier, qui connaissent les règles et les lois entourant le métier. Puis, ils ont quand même bien une équipe d'avocats aussi, là, chez Québécois. Ils ont un contentieux qui peuvent faire appel. Donc, tu sais, je veux dire, le travail a dû être fait dans les règles de l'art. Moi, j'en ai aucun doute, surtout que, je veux dire, c'est pas des débutants, là. Et donc, c'est des journalistes d'enquête, des journalistes politiques. Si on a ces informations-là, même si c'est une source qui les donne, on tente par tous les moyens de vérifier l'authenticité. Donc, si ça s'était avéré des faux textos, on n'en aurait jamais entendu parler. Mais là, je veux dire, s'ils sont allés de l'avant, qu'ils ont publié, c'est qu'ils ont eu de quoi d'assez béton. Des sources fiables. Effectivement. Donc, le travail, s'ils ont publié, c'est parce que le travail a dû être bien fait, là, parce que surtout quand on est journaliste, moi, je le dis à mes étudiants, on joue avec des réputations puis des millions à chaque article qu'on publie, là. Donc, si on prend la chose à la légère, il peut avoir des conséquences très graves, puis ça nous tente pas que ça se revire sur nous autres. Ah, tout à fait. Surtout, dans l'état actuel des médias, il y en a qui ont de la misère à fonctionner normalement, pas moyen d'avoir une poursuite sur le dos, là, t'sais. Donc, on est plus prudent, on met la ceinture puis les bretelles. Donc, déjà, d'arriver là, de dire « je veux tes sources », bien, on garantit, tu sais, probablement, tu sais, qu'il y a 2 ou 3 personnes qui le savent au journal, c'est qui. Puis, tu sais, quand on assure la confidentialité d'une source, c'est à la mort, là, tu sais. C'est pratiquement à la mort. C'est un serment qu'on fait à cette personne-là. Et là, bien, c'est ça. Arrive la fameuse loi en 2018, puis il y a eu la même au fédéral aussi en 2017, là, déposée par Claude Carignan, le sénateur.
Cette loi-là, en fait, elle réinvente pas la roue, mais elle est venue changer quelque chose de fondamental. Elle est venue renverser le fardeau de la preuve. Donc, ça veut dire qu'avant 2017, quelqu'un qui voulait qu'un journaliste révèle ses sources ou fournisse son matériel journalistique, bien, il faisait la demande et c'était le journaliste, le média et leur avocat qui devaient faire la preuve que ça devait rester confidentiel. Depuis 2018, en fait, c'est le demandeur qui a le fardeau de démontrer que l'intérêt public de révéler l'identité des sources est plus grand que ce qui a été révélé. Et donc, l'intérêt public est toujours mesuré en termes de pour la société et non pas pour les individus. Donc ça voudrait dire que le Parti libéral doit faire la démonstration que l'intérêt du parti est plus grand que ce qui a été raconté par les journalistes. Que l'intérêt du Québec est plus grand. Oui, OK. Tu sais, parce que, dans le fond, tu sais, il y a eu la cause a été seulement testée une fois par les tribunaux. On se rappellera, c'est Marc-Yvan Côté qui poursuivait Marie-Maude Denis. Oui. Et lui, son argument, c'était que si on savait qui avait fuité les informations à enquête, on verrait que c'était une vendetta à son égard et qu'il n'y avait rien de solide. Ils n'ont pas réussi. Ça s'est rendu en Cour suprême. Finalement, elle n'a pas eu à dévoiler ses sources. Fait que nous, les journalistes, évidemment, on était bien soulagés parce que, tu sais, je veux dire, c'est une promesse qu'on fait. Puis il y a des journalistes qui sont prêts à faire de la prison pour protéger leurs sources. Maintenant, on ne sait plus d'actualité, mais pensons à Machouette. Hein? Pensons à Machouette au début des années 2000 avec Daniel Leblanc. C'est important d'avoir des sources comme ça parce que ces sonneurs d'alerte-là sont ceux qui permettent de mettre au jour des histoires qui méritent d'être racontées et qui mènent dans des changements profonds dans notre société. T'sais. Donc, c'est important, pas juste pour protéger les journalistes, mais pour protéger les sonneurs d'alerte. Fait que l'ajout que le Parti libéral du Québec est en train de jouer, c'est quelque chose quand même de risqué, là. Tu sais, c'est... Il n'est pas de risqué. Le jeu de mots est facile. Mais mais je veux dire, c'est qu'on va voir. Là, la menace n'a pas été mise, la poursuite n'a pas été lancée encore. Puis je pense qu'ils ont du travail à faire, des devoirs à faire, parce qu'effectivement, si on va jouer sur ce terrain-là, il faut avoir des arguments solides pour dire... si on savait publiquement qui étaient les personnes qui ont coulé les textos puis qui ont été les auteurs des textos, ça viendrait donner un tout autre sens à l'histoire. Mais je suis profondément convaincue que l'équipe du Journal de Montréal est pas mal plus futée que ça, a fait son travail. C'est pas des gens qui vont se laisser manipuler. Donc, bonne chance pour faire la lumière là-dessus, mais je pense qu'ils ont amplement de moyens, de ressources et de contacts pour faire leurs propres recherches. Il te reste 2-3 minutes, là. Tu voulais-tu parler d'autres choses? Ben écoute, on va parler... on n'a pas le temps pour mon deuxième gros sujet, mais on pourra revenir parce que c'est toujours dans l'actualité, mais j'aimerais ça te parler de la grande guignolée des médias qui a lieu demain. Hein? Donc, moi, ça me rappelle une anecdote, en fait... il y a quelques années de ça, parce que je suis la première à dire je vais aller passer la méga guignolée des médias, ou bien je vais... c'est la 25e, donc, cette année, est en cours, mais donc, demain, ça se peut que vous voyez des journalistes et des travailleurs des médias qui vont faire appel avec votre générosité. J'ai déjà eu ce qu'on appelle un Twitter fight avec un individu qui pensait que la guignolée des médias, c'était les journalistes qui quêtaient pour payer leur job. Pour vrai? Oui, puis écoute... on parle assez du problème de sous-financement des médias, puis l'enjeu des GAFAM, puis tout. Oui, fait que j'avais trouvé ça bien drôle. Ben non, les journalistes, les travailleurs des médias, ce qu'on fait, c'est qu'on sort parce qu'on a une certaine notoriété, hein, on travaille pour le bénéfice de la société, et ce qu'on veut, c'est... finalement, tendre la main pour aider. Donc là, je veux juste vérifier que c'est effectivement... En tout cas, j'ai vu que Charles Gaudreau était notre animateur du matin là-dessus, là, avec sa casquette puis sa tuque pour justement la guignolée qui va avoir lieu demain. Là. Effectivement. Donc, c'est ça. Si vous voyez des gangs de joyeux lurons un peu partout avec des chaudières puis des trucs de Noël, c'est normal. Soyez généreux. C'est pour une bonne cause. Ça s'en va à nos banques alimentaires pour les gens qui en ont de plus en plus besoin. Merci, Marie-Ève. C'est un plaisir. Avant Noël, peut-être pas, mais tout de suite après les fêtes. Toujours super intéressant. Toujours avec toi. Merci. Alors, après la pause, Éric Bouchard qui nous parle de Marc Miller et de culture. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Marie-Ève Martel est toujours avec nous en studio. Et comme je l'ai mentionné en introduction et juste avant la pause, Éric Bouchard va nous parler de son ami Marc Miller. J'ai vu, là, t'étais tout excité de la nomination de M. Miller. Il m'a appelé, il dit « Hey, je le connais, Miller. Moi, je vais aller en parler, là, à ton émission. » Là, toi, t'étais content. Tu t'es dit « Oui, viens-t'en tout de suite. » En fait, notre ami Marc Miller, c'est une excuse aujourd'hui pour parler, évidemment, comme toujours, du régime colonial canadien-anglais. Mais je reviens sur une chronique que j'ai faite il y a déjà quelques semaines sur la loi
sur les langues officielles du Canada, qui est l'angle mort de la politique d'assimilation des francophones au Canada. Puis cette loi sur les langues officielles-là, ben, il y a un ministre qui est derrière la loi, qui, lui, a des programmes. Donc, c'est lui qui vote les programmes avec les membres du Parlement. Et c'est 100 millions de dollars par année destinés sur le territoire québécois pour angliciser le Québec de toutes sortes de façons. Attends un peu, là, la loi sur les langues officielles de protéger le français aussi à l'extérieur du Québec, là. Ben, c'est ça. Dans le fond, on envoie 100 millions pour angliciser au Québec. D'Ottawa. D'Ottawa. Et on prend à peu près le même montant, puis on va dire, dans le fond, au groupe de défense du français hors Québec, en Saskatchewan, ben, voilà tant de millions pour poursuivre le gouvernement de la Saskatchewan pour pouvoir avoir le droit de se faire construire une école de 6e année à 75 km de chez vous. 100 millions d'Ottawa pour appuyer la communauté anglophone du Québec. C'est ça que tu dis? Exactement. Ça se traduit comment, ça? Ben, on y arrive. Donc, le ministre a ça, puis il y a 4 programmes principaux. Je n'aimerais pas ça parce que Jacques, il sait, c'est compliqué, puis il l'a vu dans mon livre. Mais en fait, Stephen Guilbeault, pour ne nommer que celui-là, qui vient de démissionner, ben, il était responsable, lui, de ce portefeuille-là. Ben, c'est 100 millions de dollars par année pour contester la loi 101 ou la loi 96. OK? Il y a de l'argent qui est donné au groupe de pression, puis eux autres, ils contestent la loi 96. Pour payer des avocats, pour aller jusqu'à la Cour Exactement. suprême. OK. Après ça, Mélanie Joly, même affaire, 100 millions de dollars par année, parce qu'elle a été aussi ministre responsable de la loi sur les langues officielles. 100 millions de dollars pour faire reculer le français dans la langue du travail. Pablo Rodriguez, notre cher beau Pablo, du Parti libéral du Canada. Pas le même, là. Hein, le même. Ben lui, Non, mais il n'y a pas la même coupe de cheveux, c'est peut-être pas le même. c'est ça, exactement. Ben, c'est 100 millions de dollars par année pour faire quoi? Pour organiser un discours. Parce que ces groupes de pression-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, d'un côté, ils victimisent les anglophones du Québec en disant qu'ils sont des pauvres victimes. Attends un peu. Des anglophones, une minorité. Ben, c'est ça qu'on dit. Minorité. L'ONU a dit en 1993 que les anglophones ne constituent pas au Québec une minorité puisqu'ils sont majoritaires au Canada. Donc, ça n'existe pas. Majoritaire en Amérique du Nord aussi. Là. Majoritaire en Amérique du Nord. Ils parlent la langue la plus puissante de l'histoire de la planète qui se parle depuis 100 ans dans tous les domaines de l'économie, de la science puis de l'informatique. Donc, malgré ça, malgré que l'ONU ait dit ça, ben, la loi sur les langues officielles inscrit dans la loi que les anglophones du Québec sont une minorité équivalente aux francophones hors Québec, à qui on doit donner 100 millions de dollars pour qu'elle progresse et qu'elle soit protégée de la méchante majorité francophone au Québec. Tu grimaces, toi, là, là? Non, je réfléchis. Ah, OK, continue. Tu m'apprends quelque chose. Bon. Ah, ben, il y en justement, a quand pas. mon livre va sortir, tu pourras le lire. Ah, tu Ben, vas avec tomber en plaisir. bas de ta chaise. Donc, puis là, ben, en fait, ça tourne autour de quoi? Je vais vous le dire, organiser le discours. Tu sais, ça tourne autour de facho. OK? Comment ça, facho? Dans les groupes de pression, quand ils se présentent en commission parlementaire, ils vont toujours lier le fait d'avoir la loi 101, la loi 96 à des visées à la Hitler. OK? Ouais, raciste. Raciste et compagnie. Puis là, ben, regardez, fait que ça entretient un discours public. 100 millions de dollars donnés par qui? Par Pascal Saint-Onge. Ah, ben là, ancienne- wow. Hein, tu vas la défendre, hein, parce qu'elle vient de la CSA. hein? Puis c'est mon ami. Bon, ben c'est ton ami, mais Pascal a contribué à ça. Puis là, donc, pour contester, là, actuellement, on conteste quoi? C'était dans la Gazette de ce matin. On va contester le projet de constitution du Québec. Donc, c'est 100 millions de dollars qui est mis pour contester le projet de constitution, puis on va dire que les anglophones constituent une minorité. C'est OK, là-dessus. donc ça sert à financer, mettons, des contestations sur la Constitution, sur la loi 21, sur le bilinguisme. Bon, OK. Et donc, puis là, je rappelle juste que la Constitution de 82, là, elle a été imposée par Pierre-Éliott Trudeau et que 10 ans plus tard, nous avons tous voté sur cette Constitution-là, le Canada. L'accord de Charlottetown, là, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Yves, Oui. je ne sais pas si tu te souviens, Jacques ou Marie-Ève, ben, c'était ni plus ni moins que la Constitution de 82 bonifie un peu, puis l'ensemble du Canada a voté contre. Mais elle s'applique quand même, cette Constitution-là. Et donc là, on met de l'argent pour contester un projet de Constitution. C'est malade. Je t'ai pas né, moi. Bon, ben, regarde, t'es tout jeune. Comment t'as découvert ça, toi, là, dans tes papiers, que c'était 100 millions par année au Québec? Ça sort d'où, ça? Ça sort d'une étude qui est faite par le député de Pointe-de-l'Île, Mario Beaulieu. OK. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris toute son équipe de travail puis il a fouillé depuis 1978 tous les comptes publics du gouvernement fédéral. C'est 3,6 milliards de dollars par année qui sont donnés dans divers programmes pour faire exactement ce que je vous ai dit là. Et là, Mark Miller arrive là-dedans. Non, pas par année, 3,6 milliards. Non, mais 100 millions. Ouais. Puis au bout du compte, là, c'était peut-être pas 100 millions au début, mais là, c'est rendu 100 millions. Et donc là, ben, on arrive, c'est quand même 3,6 milliards investis année après année. OK. OK?
Pour faire quoi? Je l'ai déjà dit dans une autre chronique, pour anglo-normativiser les rapports entre les citoyens. Dans le fond, on paramètre la société pour que deux individus, dans l'espace public, de façon naturelle et sans effort, optent plus souvent pour l'anglais que pour le français. Fait que Mark Miller, là-dedans, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il arrive comme nouveau ministre et il dit « Je suis tanné d'entendre parler de l'anglicisation ». Lui, qu'est-ce qu'il fait avec les 100 millions? Il reprend aussi le discours des groupes anglophones qui nient l'anglicisation. Parce que quand on lit The Gazette, moi je lis The Gazette à tous les matins. Puis je lis, dans le fond, ce que fait QCGN, tous les groupes de pression. Et donc, l'anglicisation n'existe pas. Il dit qu'il est tanné aussi qu'on utilise le français comme arme politique. Là. Bon, mais ça, c'est du spin. Ça, c'est du spin de fédoche. Ça, c'est du spin de régime fédéral. Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, j'ai un problème plus avec le monde syndical sur toute la question. Hey, là, tu y vas fort à midi. Oui, là, je vais Pascal. fort à midi, je fais exprès. Là, les syndicats, jadis, les chefs syndicaux, quand on pense à un gars comme, Gérard Larose, Marc Laviolette, Claudette Carbonneau, toi, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on est devenu chum, c'est pas pour rien que je t'allais te chercher pour devenir maire de Longueuil. On s'entend un peu sur la base de la vie. Mais je parlais pas d'anglo-normativité. Bon, là. mais c'est pas grave. Après ça, on pense à la FTQ. À la FTQ, celui qui a tenu la plume pour les articles sur la francisation des entreprises puis du monde du commerce, c'était Fernand Daou. Je veux dire, le monde syndical était extrêmement fort sur la question de la langue. Bien là, aujourd'hui, on a qui? On a Magali Picard. OK? Magali Picard, je ne prendrai pas d'adjectif pour la qualifier. On va rester droite comme on fait tout le temps d'habitude. Ah oui, là, c'est sûr. Sinon, je te laisserai pas faire. Quand Magali, dans le fond, ça va dire qu'il faut combattre la souveraineté parlementaire, donc la clause non-obstant. Puis quand ça va dire qu'il faut combattre le projet de constitution... Là, tu réfères à Tout le monde en parle quand elle s'est pognée avec Roberge. Là. Ah, puis elle leur dit à Patrick Lagacé, puis elle leur dit à plusieurs reprises. Donc, son dada, c'est faut s'en prendre à la clause de souveraineté parlementaire, faut s'en prendre à la Constitution du Québec. Peut-être qu'il y a des parties de cette Constitution-là qui font reculer les droits des travailleurs, mais sur la partie du français, ce sont les seuls outils qui nous restent contre la Constitution de 82 pour défendre le français au Québec. Donc, quand elle fait ça, Magali, je m'excuse, elle fait le contraire de ce que tous les chefs syndicaux, à part peut-être Jean Marchand à l'époque, lorsqu'il était avec les Trois Colombes puis avec Pierre-Éliott Trudeau, ont fait. Depuis les années 70, les chefs syndicaux ont toujours été en faveur du français. Mais j'aimerais ça que tu fasses un peu de pédagogie là-dessus parce que je comprends très bien la clause dérogatoire pour défendre le français, défendre la question des choix qu'on prend sur le plan politique. Mais tu sais, quand l'Ontario, par exemple, M. Ford voulait utiliser sa clause dérogatoire pour taper ses syndicats, on est bien content de monter jusqu'à la Cour suprême pour contester ça. Là. Exactement, mais on vit dans un pays de fous, on vit dans un pays de malades mentaux. Je veux dire, le Canada, ça n'a pas de bon sens qu'on mette en opposition la défense du français au Québec et le droit de grève et les droits des travailleurs. Puis que ce soit la Cour suprême qui, en fonction à peu près de la même Constitution, vienne dire, finalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser la clause dérogatoire pour le français parce qu'on a assez peur que vous l'utilisez pour le monde du travail. Les syndicats devraient se battre pour ça, devraient dire que ça n'a aucun bon sens. On devrait pas avoir de clause dérogatoire pour les questions syndicales, mais pour la question du français, c'est notre seule arme contre le régime fédéral canadien-anglais. Puis, c'est sûr que là, je vais aller un petit peu plus loin. Là. Donc après ça, Pascal Saint-Onge, elle a quand même donné 100 millions de dollars par année pour angliciser le Québec. C'est quelqu'un de très brillant. Elle savait ce qu'elle faisait lorsqu'elle donnait ces sommes-là. On ne peut pas me dire qu'elle ne le savait pas. Là. C'est quelqu'un qui est capable de lire les lois, capable de comprendre les budgets. Donc, tu le fais sciemment. Puis là, je reviens plus sur le niveau local. Il y a 41 sections syndicales d'enseignants sur 48 cégeps qui ont voté en faveur de l'application de la loi 101 au collégial. Actuellement, ça bloque. À la CSN, avec Caroline Sylville, ça bloque. À la CSQ, avec M. Gingras. Donc, là, tu te dis... Là, moi, je vais juste vous mettre ça en lumière, puis je reviens sur la question du discours. Tantôt, M. Charbonneau, qui était du syndicat de Champlain. M. Guilbeault. M. Guilbeault est allé dire que finalement, il y a des gens qui sont appelés par un vent de droite, qui sont appelés par un vent conservateur. C'est sûr et certain que les gens, quand ils sortent dans la rue, puis ils voient l'anglicisation, puis ils se disent que non, il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui se passe. Puis là, les gens, ils ont tendance, si les conservateurs disent, regardez, c'est de la faute des immigrants, si ça s'anglicise. Si la CAQ dit c'est de la faute des immigrants si le Québec s'anglicise, qu'est-ce qui arrive si la gauche n'est pas capable de répondre, « Hey, c'est pas de la faute des immigrants, c'est de la faute du régime colonial. C'est de la faute des 100 millions de dollars par année. C'est de la faute de la Constitution canadienne. » Mais il n'y a pas ça. À la place, on traite les gens qui défendent la langue de fachos.
Puis ça, à un moment donné, c'est sûr et certain que ça nuit à la gauche, puis ça nuit à l'appui du mouvement syndical. Puis moi, c'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas allé à la marche samedi, parce que je suis comme, ça n'a pas de bon sens que j'appuie des organisations qui vont être contre le fait que, alors qu'historiquement, ces gens-là, dans le fond, ils défendaient le français bec et ongle, ça n'avait pas de bon sens. Puis que là, aujourd'hui, c'est devenu comme étant malaisant de défendre la langue française. 100 millions par année depuis 1978. Oui, mais la défense, un peu, là, la stratégie du fédéral de 100 millions, il n'y a personne dans le mouvement syndical qui défend ça, là, au Québec, là, quand même. Là. Non, mais la condamne pas. C'est qu'il faut condamner ça. C'est extrêmement grave. Non, mais c'est extrêmement structurant. Mais encore faut-il que savoir que ça existe. Moi, tu me l'apprends aujourd'hui. Tu nous l'as tout appris récemment dans tes chroniques, d'ailleurs. Mais en gros, donc, il y a des gens, il y a des avocats, il y a du monde autour des organisations syndicales, puis il y a des conseillers syndicaux. Peut-être que toi, tu n'avais pas à le faire parce que c'était pas la question du jour, puis c'était pas de la main. Mais là, on en parle de la langue. Là, on parle de Mark Miller. Là, on parle de la réaction par rapport à la nomination de quelqu'un qui est tanné d'entendre parler d'anglicisation. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est sûr et certain que les syndicats vont devoir, puis c'est pas vrai que Caroline Selleville et que Éric Gingras ne savent pas que 41 des 48 syndicats de profs dans les 48 cégeps sont en faveur de l'application de la loi 101. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Ils le savent. On va inviter la CSN sur cette question-là parce qu'on m'a dit, moi, récemment, que la Fédération des enseignantes des enseignants avait pris une position en faveur de la loi 101. Sous réserve, je vais les inviter. Puis tu me donnes une bonne idée d'invitation. Je vais inviter notre député libéral fédéral parce qu'il a cogné à la porte pour dire « J'aimerais ça, moi, aller à Franchement-les-Tourneaux. » Je vais l'inviter puis je vais lui demander de nous expliquer... Tu pourrais être déçu, Jacques, hein? Ben là, écoute, on va lui donner quand même une chance. On pourra lui poser la question. Là, c'est sûr que je te mets pas dans le débat. Je vais m'arranger avec eux autres. Mais très intéressant, Éric Bouchard, comme toujours. Je te remercie infiniment. Merci. Alors, c'est tout pour Franchement les Tourneaux. Déjà. Ben oui. Merci Marie-Ève. Merci Éric. On prend ça la semaine prochaine. Puis je vous laisse en bonne compagnie avec notre ami Jean-Yves Lemay. FM 103.3